Le roi Soleil, Versailles, la guillotine. Si vous pensez que ce n'est que l'histoire d'une famille royale française, vous vous trompez. Les Bourbons n'ont pas seulement gouverné la France. Ils ont façonné le pouvoir moderne, allumé des révolutions et survécu quand tout indiquait qu'ils devaient disparaître. Avec plus de 400 ans d'archives, de guerre et de trahison, nous vous racontons aujourd'hui toute leur histoire, leurs origines, leur obsession pour le pouvoir absolu, leur chute et leur surprenant héritage. Avant de commencer, ici à Tiempo Sagrados, nous vivons pour les commentaires de notre communauté. Dites-nous, de quel coin du monde et à quelle heure de la nuit nous regardez-vous? Je vous lis dans les commentaires. Maintenant, les Bourbons ne sont pas apparus de nulle part. Ils ne sont pas nés par hasard. Ils n'étaient pas une famille improvisée arrivée au pouvoir par accident. Leur histoire commence des siècles plus tôt. Elle commence avec un autre sang, le sang des Capétiens. En l'an 987, un homme nommé Hugues Capet fut couronné roi de France. À ce moment-là, personne n'imaginait que son lignage gouvernerait pendant plus de 800 ans. Les Capétiens ont construit quelque chose qui semblait impossible au Moyen Âge, la continuité. Tandis que d'autres dynasties tombaient à cause de guerres internes ou d'invasions, ils ont réussi à maintenir la couronne génération après génération. Avec le temps, l'arbre généalogique est devenu immense. Fils, petits-fils, cousins, branches secondaires. Certaines lignées héritaient du trône, d'autres restaient loin du centre du pouvoir. Et c'est là que commence la véritable histoire des Bourbons. Au XIIIe siècle, l'un des fils du roi Louis IX de France, connu sous le nom de Saint-Louis, reçut un territoire appelé Bourbon-l'Archambault. C'était une zone modeste au centre de la France. Ce n'était pas Paris. Ce n'était pas une cour brillante. C'était de la terre, des châteaux et des loyautés locales. Ce fils était Robert de Clermont. Il n'était pas destiné à être roi. Il n'était pas proche du trône. Il était, en termes politiques, une branche cadette. Mais dans les monarchies médiévales, les branches cadettes ne sont jamais insignifiantes. Ce sont des réserves de pouvoir. Ce sont des pièces qui peuvent devenir clés lorsque les lignées principales échouent. Robert épousa Béatrice de Bourbon. Ce mariage n'était pas romantique. Il était stratégique. Il unissait le sang royal à une seigneurie propre. À partir de ce moment, le nom de Bourbon commença à prendre forme. Pendant des générations, les seigneurs de Bourbon n'ont fait quelque chose qui semble ennuyeux, mais qui est redoutablement efficace: survivre. Ils n'ont pas mené de grandes conquêtes. Ils n'ont pas dirigé de croisades célèbres. Ils n'ont pas dominé la politique française. Mais ils ont accumulé des terres. Ils ont tissé des alliances. Ils sont restés loyaux quand c'était opportun et prudents quand c'était nécessaire. Pendant ce temps, la lignée principale des Capétiens continuait de gouverner la France. D'abord, les Capétiens directs, puis les Valois. La couronne semblait en sécurité entre d'autres mains. Les Bourbons observaient depuis la périphérie. Au XIVe siècle, l'Europe entra dans le chaos. La peste noire dévasta les populations. La guerre de Cent Ans opposa la France et l'Angleterre. La légitimité dynastique devint fragile. Dans ce scénario, chaque branche ayant du sang royal devint une carte possible. Les Bourbons n'étaient plus de simples seigneurs régionaux. Ils étaient princes du sang. Cela signifiait quelque chose de concret. Si la lignée principale s'éteignait, ils avaient le droit de revendiquer le trône. Et cela, tôt ou tard, allait arriver. La politique française des XVe et XVIe siècles fut un champ de mines. Intrigues, mariages forcés, assassinats discrets. Chaque génération réduisait les options. La maison de Valois commença à s'affaiblir, sans héritier fort, sans stabilité. Pendant ce temps, les Bourbons étaient toujours là, patients, silencieux, en attente. En 1548, naquit un enfant qui allait tout changer. Il s'appelait Henri de Navarre. Mais avant de parler de lui, il faut comprendre quelque chose de crucial. Les Bourbons n'étaient pas simplement une autre famille noble. Ils étaient la branche la plus proche ayant un droit légitime au trône français, selon la loi salique, qui empêchait une femme d'hériter de la couronne.
Cela faisait des Bourbons des héritiers potentiels, non par ambition, par mathématiques dynastiques. Si les Valois mouraient sans son fils, la couronne devait passer au mâle légitime, suivant dans la lignée masculine capétienne. Et cet homme se trouvait dans la maison de Bourbon. Ce détail juridique était une bombe à retardement, car la France n'était pas unie. Elle était divisée par la religion. Au XVIe siècle, le pays était déchiré par les guerres de religion entre catholiques et protestants. Les Bourbons, spécifiquement la branche de Navarre, étaient protestants. Cela signifiait quelque chose d'explosif. L'héritier légitime du trône de France ne partageait pas la foi de la majorité du pays. Et dans une Europe où la religion justifiait les guerres, les trahisons et les massacres, ce n'était pas un détail mineur. C'était une sentence. La tension montait. La monarchie française était en crise. Le pouvoir central s'affaiblissait. Les factions armées prenaient des villes. Les alliances changeaient chaque mois. Les Bourbons n'étaient plus une branche oubliée. Ils étaient la lignée suivante dans la succession. Mais il y avait un problème. L'homme qui devait hériter de la couronne n'était pas catholique, et la France n'était pas prête à accepter facilement un roi protestant. La question n'était plus de savoir si les Bourbons arriveraient sur le trône. La question était de savoir combien de sang cela coûterait, car lorsque le dernier Valois mourut sans héritier direct, le vide fut immédiat, et le nom qui apparut au centre de ce vide fut celui d'Henri de Navarre, un Bourbon, un protestant, un homme entouré d'ennemis. La France était en ruine. Les villes brûlaient. La noblesse était divisée. L'Église faisait pression. Et l'héritier légitime devait prendre une décision qui changerait l'histoire à jamais. Une décision qui trahissait sa foi, mais pouvait sauver sa couronne. Et ce qu'il fit ensuite ne fit pas seulement de lui un roi. Cela fit des Bourbons le nouveau sang de la France. Mais pour y parvenir, il dut prononcer une phrase qui résonne encore aujourd'hui comme un mélange de pragmatisme et de trahison. Paris vaut bien une messe. Et là commence la véritable ascension. Quand le dernier roi de la maison de Valois mourut sans héritier, la France ne fit pas la fête. Elle trembla. Le pays s'était vidé de son sang pendant plus de 30 ans dans des guerres de religion. Catholiques contre huguenots, voisins contre voisins, villes assiégées, massacres au nom de Dieu. Le plus brutal eut lieu en 1572, le massacre de la Saint-Barthélemy. Des milliers de protestants furent assassinés à Paris et dans d'autres villes. La haine cessa d'être politique. Elle devint personnelle. Au milieu de ce chaos se trouvait un homme ayant un droit légal au trône, Henri de Navarre. Henri IV de France était le chef de la maison de Bourbon. Il était aussi protestant. Selon la loi salique, il était l'héritier légitime. Selon la majorité catholique du royaume, il était inacceptable. Lorsque le roi Henri III de France fut assassiné en 1589, Henri de Navarre devint le successeur direct. Mais avoir le droit ne signifiait pas avoir le contrôle. Paris était aux mains de la Ligue catholique. L'Espagne soutenait ses ennemis. Beaucoup de nobles Français préféraient n'importe quel candidat, plutôt qu'un protestant. Henri fut proclamé roi sous le nom d'Henri IV. Cependant, pendant des années, il ne put entrer dans la capitale. Il était un roi sans couronne réelle, un monarque qui gouvernait depuis le champ de bataille. Entre 1589 et 1593, il mena des guerres constantes pour imposer sa légitimité. Il gagna des batailles décisives comme celle d'Ivry. Il fit preuve de talent militaire. Il montra une fermeté politique. Mais il comprit quelque chose que ses ennemis ne voyaient pas. Il ne pouvait pas gagner seulement avec des épées. La France était épuisée, l'économie détruite, les champs abandonnés, le commerce paralysé. Le pays avait besoin de stabilité plus que de pureté religieuse. Il prit alors une décision qui changea l'histoire. En 1593, il annonça sa conversion au catholicisme. Ce n'était pas un acte spirituel, c'était un calcul politique. La phrase qu'on lui attribue résume sa logique. Paris vaut bien une messe. Tous ne la crurent pas littéralement, mais le message fut clair. Il préférait changer de religion plutôt que de condamner le royaume à une autre décennie de guerre. En 1594, il entra enfin dans Paris.
Il fut sacré à Chartres, car Reims était sous contrôle ennemi. Il n'arriva pas en conquérant brutal, il arriva en pacificateur. Sa priorité fut de reconstruire. Il réduisit les impôts abusifs. Il encouragea l'agriculture. Il favorisa le commerce. Il chercha à réconcilier les factions rivales. Mais son geste le plus important survint en 1598. Cette année-là, il signa l'édit de Nantes. Le document accordait une liberté de culte limitée aux protestants. Il leur permettait d'occuper des fonctions publiques. Il leur garantissait une protection légale. Il n'établissait pas une égalité totale, mais il offrait la coexistence. Dans une Europe où la religion justifiait les exterminations, cela était révolutionnaire. La France respira. Pour la première fois depuis des décennies, le conflit diminua. Les Bourbons avaient atteint le trône, et ils ne l'avaient pas fait en imposant une fois. Ils l'avaient fait en négociant la paix. Cependant, cette tolérance ne plut pas à tous. Beaucoup de catholiques radicaux considérèrent la conversion d'Henri comme une trahison superficielle. Beaucoup de protestants le virent comme un déserteur. Il vivait entouré de soupçons. En 1610, alors que son carrosse traversait une rue de Paris, un fanatique catholique nommé François Ravaillac le poignarda à mort. Le roi qui avait pacifié la France mourut assassiné par l'un des extrêmes qu'il avait tenté de contenir. Il avait 56 ans. Son héritage fut contradictoire. Il fut pragmatique. Il fut flexible. Il fut efficace. Il fut aussi contesté. Mais il laissa quelque chose de fondamental: la stabilité. Il reçut un territoire fracturé. Il remit un État fonctionnel. Son fils hériterait d'un pays moins chaotique mais encore vulnérable. Car bien qu'Henri IV ait réussi à arrêter la guerre religieuse, il n'avait pas résolu un problème plus profond. La noblesse française restait puissante. Les seigneurs régionaux conservaient des armées privées. Les alliances changeaient selon la convenance. Le roi avait sauvé la couronne. Il n'avait pas domestiqué le système. L'équilibre qu'il avait créé était fragile. L'édit de Nantes calma les tensions, mais n'élimina pas le ressentiment. L'autorité royale augmenta, mais n'était pas absolue. Le centre gouvernait, mais les provinces défiaient encore. Les Bourbons étaient au pouvoir. Mais ils ne contrôlaient pas encore complètement le pays. Et dans l'esprit de la dynastie commença à germer une idée nouvelle. Si la guerre avait été causée par des divisions internes, que se passerait-il si le pouvoir se concentrait en une seule figure? Si le roi ne dépendait pas de nobles rebelles? S'il n'avait pas à négocier chaque décision? Si l'autorité était incontestable? L'assassinat d'Henri IV laissa une leçon claire. La modération donnait la paix, mais elle générait aussi des ennemis. Son successeur, un enfant nommé Louis XIII, hérita du trône à seulement 9 ans, trop jeune pour gouverner, trop jeune pour s'imposer. Autour de lui, il y avait de l'ambition, il y avait des conspirations, il y avait une noblesse prête à regagner du terrain. Et dans cet environnement apparut un esprit froid, un homme qui comprit que la tolérance n'était pas suffisante, que la survie de la maison de Bourbon ne dépendait pas seulement de la paix, mais du contrôle absolu. Car si le roi ne dominait pas la noblesse finirait par dominer le roi. Et ce qui était sur le point de commencer n'était pas une réconciliation. C'était une expérience politique qui transformerait la monarchie française en quelque chose que l'Europe n'avait jamais vu. Quand Louis XIII hérita de la couronne en 1610, il avait 9 ans. Il ne comprenait pas le poids du trône. Il ne contrôlait pas la cour. Il ne dominait pas les nobles. La France restait un casse-tête. Chaque région avait ses propres loyautés. Chaque grand seigneur possédait des troupes privées. Chaque alliance pouvait être rompue à tout moment. Le roi existait, mais son autorité était limitée. Durant sa minorité, sa mère, Marie de Médicis, assura la régence. La cour se remplit de favoris étrangers. Les intrigues se multiplièrent. Les grands aristocrates sentirent la faiblesse. En France, quand le pouvoir central se montre fragile, la noblesse avance. Louis XIII grandit entouré de conspirations. Il apprit vite que beaucoup lui obéissaient en public, mais le défiaient en privé. Il n'était pas un leader charismatique. Il n'était pas un stratège brillant. Il était réservé, inquiet et méfiant. Mais il comprenait quelque chose de fondamental.
S'il ne contrôlait pas les nobles, il finirait par être une figure décorative. En 1624, il prit une décision qui changea le destin de la dynastie. Il nomma comme principal ministre un homme d'église, le cardinal de Richelieu. Richelieu n'était pas un prêtre naïf. Il était froid, calculateur, obsédé par le pouvoir de l'État. Il ne voulait pas seulement la stabilité, il voulait la suprématie. Son idée était simple et radicale. La France devait être gouvernée depuis le centre, sans intermédiaire, sans nobles rebelles, sans territoire semi-indépendant. Pour y parvenir, il devait d'abord briser le vieux système féodal. Il commença par attaquer les forteresses privées. Il ordonna de démolir les châteaux qui n'étaient pas stratégiquement nécessaires. Il interdit aux nobles d'entretenir des armées personnelles. Il ne détruisit pas l'aristocratie. Il la désarma. Chaque fois qu'un duc conspirait, Richelieu agissait avec rapidité. Arrestation, procès, exécution publique. Le message était clair. La trahison ne serait plus tolérée comme avant. Mais il ne combattit pas seulement la noblesse. Il affronta aussi les Huguenots. Bien que l'édit de Nantes soit toujours en vigueur, certaines villes protestantes conservaient une autonomie militaire. La plus importante était La Rochelle. En 1627, Richelieu dirigea le siège contre cette ville rebelle. Il dura plus d'1 an. Il bloqua le port. Il coupa les vivres. Il attendit. La Rochelle tomba en 1628. Richelieu n'abolit pas la liberté religieuse, mais il élimina le pouvoir politique et militaire des protestants. Le message était double. La foi peut coexister, l'autonomie non. À chaque mouvement, le pouvoir du roi grandissait. Richelieu créa les intendants royaux, des fonctionnaires envoyés de Paris pour superviser les provinces. Ils ne dépendaient pas des seigneurs locaux. Ils ne répondaient qu'aux monarques. C'était un nouveau réseau administratif. Pour la première fois, le centre surveillait chaque recoin du pays. La justice commença à s'unifier. La collecte des impôts devint plus systématique. Les décisions stratégiques ne dépendaient plus de pactes régionaux. L'État commençait à prendre une forme moderne. Mais Richelieu savait que la force militaire interne ne suffisait pas. La France était entourée par la maison de Habsbourg. L'Espagne et le Saint-Empire partageaient des intérêts. Si les Habsbourg dominaient l'Europe, la France resterait enfermée. Ainsi, bien qu'il soit cardinal catholique, Richelieu soutint des puissances protestantes dans la guerre de 30 ans pour affaiblir les Habsbourg. Il ne se battait pas pour la religion. Il se battait pour l'équilibre des puissances. Sa logique était brutalement pragmatique. L'intérêt de l'État passait avant la foi. Cette idée avait un nom, la raison d'État. Avec elle, il justifia des alliances inattendues, des guerres coûteuses et des décisions impopulaires. Beaucoup le détestaient. Certains nobles tentèrent de l'assassiner. D'autres conspirèrent pour le destituer. Richelieu survécut à tous, car il avait quelque chose de plus puissant que des épées. La confiance du roi. Louis XIII n'était pas dominant, mais il comprenait que Richelieu renforçait la couronne. Ensemble, ils construisirent quelque chose de nouveau, un modèle où le monarque ne négociait pas avec ses nobles. Il leur imposait des conditions, un système où l'autorité ne se partageait pas. Elle se concentrait. L'idée commença à se cristalliser. Un roi, une loi, une France. L'absolutisme n'est pas né d'un coup. Ce fut une expérience graduelle. Chaque château démoli était une étape. Chaque rébellion écrasée était un précédent. Chaque intendant nommé était un fil de plus dans le réseau central. En 1643, à la mort de Louis XIII, le pays était différent de celui dont il avait hérité. La noblesse ne pouvait plus facilement défier le trône. Les protestants n'avaient plus de bastion militaire. L'administration répondait au centre, mais le projet n'était pas encore complet. Richelieu mourut en 1642, un an avant le roi. Il ne vit pas la forme finale de son œuvre. Il laissa des plans. Il laissa une structure. Il laissa une machine prête à être utilisée par quelqu'un de plus ambitieux. L'absolutisme n'était plus une théorie. C'était une possibilité réelle. Cependant, il y avait une question que personne ne pouvait ignorer. Que se passerait-il quand un roi n'aurait plus à partager le pouvoir avec personne? Qu'arriverait-il si ce modèle tombait entre les mains de quelqu'un qui ne voulait pas seulement la stabilité, mais la gloire? Louis XIII fut prudent. Richelieu fut stratégique.
Mais le monarque suivant ne se contenterait pas de l'équilibre. Il voudrait la grandeur. Il voudrait l'admiration. Il voudrait être le centre de l'univers politique. Et quand cet enfant hérita du trône à seulement 5 ans, la France ne savait pas qu'elle était sur le point d'entrer dans l'ère de l'homme qui deviendrait le symbole ultime du pouvoir absolu. Un roi qui ne gouvernerait pas dans l'ombre. Un roi qui brillerait. Et quand il dirait enfin « L'État, c'est moi », l'Europe comprendrait que l'expérience était terminée. Maintenant commençait le spectacle. Quand Louis XIV hérita du trône en 1643, il avait 5 ans, trop jeune pour gouverner, trop jeune pour comprendre que le pouvoir lui échappa presque avant qu'il n'apprenne à parler. Durant son enfance éclata la Fronde. Ce ne fut pas une guerre étrangère, ce fut une rébellion interne. Nobles, magistrats et princes tentèrent de freiner le pouvoir croissant de la couronne. Le message était clair. L'absolutisme n'était pas assuré. Louis vécut ces années en fuyant Paris. Il vit les foules envahir le palais. Il ressentit la peur réelle de tout perdre. Ce traumatisme ne le quitta jamais. Il apprit une leçon brutale. La noblesse ne devait plus jamais se sentir assez forte pour défier le roi. Durant sa minorité, le pouvoir fut exercé par le cardinal Mazarin, un diplomate habile, un continuateur du projet de Richelieu. Mais quand Mazarin mourut en 1661, tous s'attendaient à ce qui s'était passé auparavant. Un nouveau ministre fort, un conseiller qui gouvernerait dans l'ombre. Louis avait 22 ans, et il surprit tout le monde. Il annonça qu'il ne nommerait pas de Premier ministre. Il gouvernerait seul. Ce n'était pas un geste théâtral, c'était une déclaration d'intention. À partir de ce moment, chaque décision passerait par lui. Chaque décret porterait son sceau. Chaque nomination dépendrait de sa volonté. Louis XIV ne voulait pas partager l'autorité. Il voulait l'incarner. La phrase « L'État, c'est moi » résume cette mentalité. Bien que les historiens débattent s'il l'a dit exactement ainsi, l'idée est indiscutable. Pour lui, l'État n'était pas une structure abstraite. C'était sa personne. Si le roi était fort, la France était forte. Si le roi était respecté, le pays était craint. Il ne cherchait pas seulement la stabilité, il cherchait la centralité. Il voulait que toute l'Europe orbite autour de la France, et que la France orbite autour de lui. Il commença par réformer l'administration. Il renforça le système des intendants créé par Richelieu. Il contrôla les finances avec des ministres compétents comme Colbert. Il encouragea les manufactures nationales. Il protégea le commerce. La France commença à produire du luxe en masse. Tapisseries, miroirs, textiles fins. Ce n'était pas seulement de l'économie. C'était de la propagande. Si Paris dictait la mode, elle dominait culturellement. Louis comprenait le pouvoir symbolique mieux que quiconque. Il soutint l'Académie française. Il finança des artistes. Il protégea des dramaturges comme Molière. La langue française commença à devenir la langue diplomatique. La cour cessa d'être seulement un centre politique. Elle se transforma en scène. Et Louis en était le protagoniste. Il adopta le symbole du soleil. Pas par hasard. Le soleil est le centre du système. Tout tourne autour de lui. Il donne la lumière. Il donne la vie. C'était le message. Ce n'était pas de la modestie. C'était du design. Il se levait et se couchait lors de cérémonies publiques. Chaque geste était réglé par le protocole. S'habiller était un acte politique. Manger était une exhibition. Rien n'était trivial. Chaque rituel rappelait qui commandait. Mais son ambition ne se limita pas à la culture. Louis voulait des frontières sûres. Il voulait du prestige militaire. Il voulait l'expansion. Il initia des guerres pour agrandir le territoire. Il chercha à assurer ce qu'il appelait les frontières naturelles. Pendant des décennies, la France devint la puissance dominante de l'Europe occidentale. Des armées disciplinées, des finances réorganisées, une diplomatie active. Le rêve bourbonien prenait une forme visible. Un roi, une loi, un centre. Cependant, l'absolutisme n'était pas seulement la force, c'était aussi l'image. Louis cultiva soigneusement sa figure. Il ne se montrait pas faible. Il ne déléguait pas le premier rôle. Il ne tolérait aucune concurrence interne. La haute noblesse, qui conspirait autrefois dans les provinces,
vivait désormais dans son orbite. Il dépendait de sa faveur pour obtenir des postes. Il dépendait de son regard pour s'élever. Les anciens guerriers féodaux se transformèrent en courtisans. Au lieu de se rebeller, ils rivalisaient pour des privilèges. Louis avait compris une chose essentielle. Il est plus efficace de domestiquer que de détruire. Mais il y avait un prix. Entretenir une cour brillante coûtait cher. Les guerres drainaient les ressources. Les constructions monumentales exigeaient des fortunes. Tandis que l'élite vivait entourée de luxe, la paysannerie payait des impôts croissants. Les finances commençaient à se tendre. Pourtant, en surface, tout semblait solide. La France était la référence culturelle. Ses armées imposaient le respect. Son roi incarnait le pouvoir absolu. Le désir bourbonien était à son apogée. Jamais auparavant, un monarque français n'avait concentré autant d'autorité. Jamais auparavant, un souverain n'avait façonné l'image de la monarchie avec autant de précision. Louis XIV ne voulait pas être rappelé comme un administrateur. Il voulait être un symbole, et il y réussit. L'Europe l'imita. D'autres rois copièrent son style de cour. D'autres États répliquèrent sa centralisation. Le modèle français devint une aspiration. Mais plus une figure brille haut, plus son ombre est longue. Si un homme réussit à concentrer tout le pouvoir entre ses mains, qu'arrive-t-il quand il doit surveiller ceux qui pouvaient autrefois le défier? Si le roi est le centre de l'univers, où place-t-il les nobles qui avaient autrefois leurs propres armées? Et si le pouvoir absolu dépend du fait que tout le monde regarde au même endroit, que construisez-vous pour que personne ne puisse détourner le regard? Car Louis ne voulait pas seulement l'obéissance, il voulait le contrôle total. Et il était sur le point de dresser le décor parfait pour les piéger tous. Et ce qu'il édifia ne fut pas seulement un palais, ce fut une cage dorée. Mais comment un bâtiment devient-il une arme politique? C'est là que commence le véritable conflit. Versailles n'est pas né comme un symbole de luxe, il est né comme une stratégie. Avant de devenir le palais le plus célèbre d'Europe, c'était un pavillon de chasse construit par Louis XIII, un endroit discret, loin de Paris. Louis XIV le transforma en quelque chose de complètement différent. Il ne voulait pas seulement une nouvelle résidence, il voulait de la distance. Paris était dangereuse, il y avait vécu la Fronde. Là, les foules étaient entrées dans les palais. Là, le roi avait eu peur quand il était enfant. Il n'oublia jamais cela. Versailles était à environ 20 kilomètres de la capitale, assez loin pour s'isoler, assez près pour contrôler. La construction commença sérieusement dans les années 1660. On agrandit les jardins, on éleva de nouvelles ailes, on ajouta des salons gigantesques. Chaque pierre avait un but politique. Louis comprenait une chose fondamentale. Pour dominer la noblesse, il ne suffisait pas de la vaincre, il fallait l'absorber. Au lieu de permettre aux grands seigneurs de vivre dans leur province, entourés de terres, de soldats et de réseaux locaux, il les invita, puis les obligea pratiquement à résider à la cour. Ce n'était pas une invitation innocente. Quiconque voulait de l'influence devait être proche du roi. Quiconque voulait des faveurs devait dormir sous son toit. Quiconque désirait du prestige devait participer au rituel quotidien. Ainsi commença le transfert massif de la haute aristocratie vers Versailles. Les ducs quittèrent leurs châteaux. Les princes abandonnèrent leurs forteresses. Les familles les plus puissantes s'installèrent dans des chambres assignées par la couronne. Mais ils n'étaient pas des hôtes libres. Ils étaient surveillés. La vie à Versailles était réglée dans les moindres détails. Il y avait des horaires stricts pour se lever, des cérémonies pour s'habiller, un protocole pour approcher le monarque. Même l'acte de remettre une chemise au roi était un privilège disputé. Louis transforma la routine en spectacle. Le lever était public, le coucher aussi. Les nobles rivalisaient pour y participer. Cela semblait absurde, mais c'était brillant. Tant qu'ils discutaient d'étiquette et de préséance, ils ne conspiraient pas. Tant qu'ils luttaient pour une proximité symbolique, ils n'organisaient pas de rébellion. La noblesse cessa d'être une menace militaire. Elle devint un public. L'épicentre de tout était la Galerie des Glaces, un salon de plus de 70 mètres de long, décoré de marbre, d'or et de 357 miroirs qui reflétaient la lumière des fenêtres. Ce n'était pas une simple décoration.
C'était un message. Chaque reflet multipliait l'image du roi. Chaque réception y rappelait qui dominait l'espace. Quand les ambassadeurs étrangers entraient dans la galerie, ils comprenaient quelque chose sans avoir besoin de mots. La France était richesse. La France était ordre. La France était pouvoir centralisé. Versailles était de la propagande convertie en architecture. Mais c'était aussi une cage. Les nobles dépendaient économiquement de la couronne pour maintenir leur style de vie à la cour. Leurs dépenses augmentaient. Leurs revenus provinciaux diminuaient à cause de leur absence. Plus ils affichaient de luxe, plus ils devenaient dépendants. Louis finançait cet éclat par l'impôt. La paysannerie supportait la charge. Les provinces envoyaient des ressources constantes. Le coût de l'entretien de Versailles était colossal. Des milliers d'ouvriers, des jardins interminables, des fontaines exigeant des systèmes hydrauliques complexes. La dépense n'était pas ponctuelle, elle était permanente. Pendant ce temps, la cour vivait entourée de fêtes, de banquets et de spectacles de théâtre. L'image extérieure était celle d'une abondance sans limite. La réalité financière commençait à se tendre. Le ministre Colbert tenta d'équilibrer les comptes. Il encouragea les manufactures. Il chercha à augmenter les revenus. Mais le rythme des dépenses était féroce. Versailles ne produisait pas de richesse. Il la consommait. Pourtant, le système fonctionnait politiquement. Les nobles étaient désarmés, endettés et divertis. Le roi était au centre absolu. L'absolutisme y atteignit sa forme la plus visible. Un homme, un palais, une scène où chaque mouvement renforçait son autorité. L'Europe observait avec un mélange d'admiration et de crainte. Certains monarques tentèrent d'imiter le modèle. D'autres commencèrent à suspecter, car Versailles n'envoyait pas seulement un message interne. Il projetait aussi une ambition externe. Un tel palais n'était pas un signe de modestie. C'était une déclaration de puissance. Et quand un État affiche tant d'éclat, ses rivaux commencent à calculer. Louis XIV croyait avoir neutralisé la menace interne. Mais chaque bal, chaque cérémonie, chaque expansion architecturale avait un coût cumulatif. Et tandis que le soleil brillait sur les jardins parfaitement dessinés, des tensions croissaient aux frontières de la France. Le luxe nourrissait le prestige nourrissait les soupçons, car l'Europe n'était pas disposée à accepter sans réaction que la France se proclame le centre du continent. Versailles était le triomphe du contrôle interne, mais c'était aussi un phare qui annonçait une ambition sans limite. Et le monde regardait. Le problème du pouvoir absolu est qu'il ne se contente jamais de ce qu'il a. Il a besoin d'expansion, il a besoin de validation, il a besoin de démontrer sa force. Et démontrer sa force, au XVIIe siècle, signifiait la guerre. Le palais reflétait la lumière. Mais hors de ses murs, des ombres commençaient à se former. Et ces ombres n'étaient pas des courtisans rivalisant pour des privilèges. C'étaient des coalitions. Car quand un roi décide de briller plus que tous, les autres rois ne restent pas immobiles. Et bientôt, le spectacle de Versailles serait remplacé par le fracas des canons. Mais si la France dominait déjà de l'intérieur, que se passerait-il quand les autres royaumes commenceraient à se sentir menacés? Si le roi Soleil brillait plus que tous, combien de temps les autres monarques mettraient-ils à essayer de l'éteindre? Et que se passe-t-il quand plusieurs puissances décident qu'un seul homme a trop de pouvoir? C'est là que le conflit cesse d'être interne et devient une guerre contre le monde. Louis XIV ne comprenait pas le pouvoir comme quelque chose de défensif. Il le comprenait comme une expansion. Si la France était forte, elle devait grandir. Si elle était la plus riche, elle devait dominer. Si elle était le centre culturel, elle devait être le centre politique. Le problème est qu'en Europe, aucun trône n'accepte calmement qu'un autre trône veuille être le seul. La première grande épreuve arriva en 1667, la prétendue guerre de dévolution. Louis réclama des territoires dans les Pays-Bas espagnols en utilisant un argument juridique basé sur les droits de son épouse, Marie-Thérèse d'Autriche. Le raisonnement était technique. L'intention était claire. Avancer les frontières vers le nord. La France envahit rapidement. Son armée était moderne, disciplinée et mieux organisée que beaucoup de ses rivaux. Mais quelque chose changea. La Hollande, l'Angleterre et la Suède formèrent la triple alliance pour arrêter la France, non parce qu'ils aimaient l'Espagne,
parce qu'ils craignaient Louis. La guerre se termina tôt. La France gagna quelques territoires, mais le message resta écrit. Si le roi Soleil avançait trop, l'Europe s'unirait. Louis ne recula pas. En 1672, il lança la guerre de Hollande. Cette fois, l'objectif était d'écraser les Provinces-Unies. Les Pays-Bas étaient riches, commerçants et protestants. Ils étaient aussi un obstacle à l'expansion française. L'armée française franchit le Rhin avec une démonstration de force impressionnante. Cela semblait une victoire facile. Mais la Hollande résista. Elle ouvrit les digues. Elle inonda les champs. Elle sacrifia sa terre pour survivre. Et de nouveau, une coalition se forma. L'Espagne, le Saint-Empire romain germanique, le Brandebourg, d'autres États mineurs. Ce qui commença comme une attaque rapide se transforma en guerre prolongée. La France gagna de nouveau du territoire. Elle démontra de nouveau sa puissance. Mais chaque victoire avait un prix. Des soldats morts, des impôts plus élevés, une dette croissante. Louis XIV cherchait ce qu'il appelait les frontières naturelles. Le Rhin à l'est, les Pyrénées au sud. Il voulait une sécurité géographique. Mais plus il s'étendait, plus il alarmait le continent. En 1688 commença la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Cette fois, la coalition était plus large. L'Angleterre, sous Guillaume III, s'unit contre la France, également le Saint-Empire, l'Espagne et plusieurs puissances allemandes. Ce n'était plus une réaction ponctuelle. C'était une alliance défensive structurée contre l'hégémonie française. Les batailles s'étendirent à travers l'Europe et sur les mers. La France se battit en Flandre, en Allemagne, en Italie, dans l'Atlantique. Le conflit dura presque une décennie. Le résultat ne fut pas une défaite totale, mais ce ne fut pas non plus un triomphe absolu. La France était épuisée. Les récoltes manquaient. La famine frappait des régions entières. Le trésor était à bout. Pourtant, Louis n'abandonna pas sa plus grande ambition. En 1700 mourut sans héritier Charles II d'Espagne. Le trône espagnol resta vide. L'Espagne n'était pas seulement la péninsule. C'était un empire global, des territoires en Amérique, des possessions en Italie, une influence en Europe. Dans son testament, Charles II nomma héritier Philippe d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, un Bourbon. Si Philippe montait sur le trône espagnol, la France et l'Espagne se retrouveraient sous la même dynastie. L'Europe vit cela comme une menace existentielle. Ce n'était pas seulement une expansion territoriale, c'était l'équilibre continental. Si la France et l'Espagne s'unissaient sous une même maison, le pouvoir pencherait dangereusement vers un seul bloc. En 1701 commença la guerre de succession d'Espagne. L'Angleterre, le Saint-Empire, la Hollande et d'autres États formèrent une grande alliance. La guerre s'étendit en Europe et en Amérique. Elle fut longue, elle fut coûteuse, elle fut brutale. La France affronta des défaites importantes. Des batailles comme Blenheim montrèrent que l'armée française n'était pas invincible. La gloire du roi Soleil commença à s'éroder. Les impôts augmentèrent de nouveau. La dette explosa. La population souffrit de la faim et d'épidémies. Durant ces dernières années du règne, l'image de splendeur contrastait avec la réalité de l'épuisement. Versailles brillait toujours, mais le pays saignait. Finalement, en 1713, le traité d'Utrecht mit fin au conflit. Philippe V, petit-fils de Louis XIV, fut reconnu comme roi d'Espagne, mais avec une condition cruciale. Les couronnes de France et d'Espagne ne pouvaient s'unir. La grande ambition bourbonienne fut limitée. Louis réussit à placer son sang sur le trône espagnol, mais il ne réussit pas à fusionner les empires. Le prix fut immense. 50 ans de guerre presque continue, un État endetté, une économie sous tension, une population épuisée. Le roi Soleil avait défendu son prestige. Il avait étendu son influence. Il avait résisté aux coalitions. Mais la facture restait à payer. Quand il mourut en 1715, il laissa à son successeur non seulement un royaume centralisé, il laissa un pays financièrement fragile. La machine de l'absolutisme était toujours debout, mais ses fondations économiques étaient affaiblies. Et dans une monarchie où tout dépendait du centre, la faiblesse fiscale n'était pas un détail mineur. C'était une menace silencieuse, car la gloire militaire peut durer quelques années.
La dette? Non. Après un demi-siècle de guerre, que se passe-t-il quand l'éclat disparaît et qu'il ne reste que des factures impayables? Si le roi Soleil a laissé la grandeur, qu'a réellement hérité son successeur? Le pouvoir, ou une bombe sur le point d'exploser? Quand Louis XV monta sur le trône en 1715, il n'avait que 5 ans. La France venait de passer un demi-siècle sous l'ombre gigantesque de Louis XIV. Gloire militaire, centralisation totale, Versailles comme symbole de domination, mais aussi la dette. Une dette énorme. L'État devait des sommes qui dépassaient tout revenu annuel raisonnable. La guerre avait vidé le trésor. Les impôts étaient au maximum. Louis XV hérita du prestige et d'un problème financier qui ne disparaissait pas. Durant sa minorité, le pouvoir fut exercé par le régent Philippe d'Orléans. Ils tentèrent des réformes économiques. Ils tentèrent de réorganiser le système fiscal. Mais les privilèges de la noblesse et du clergé restaient intacts. Le poids retombait sur le tiers-État. Paysans, artisans, bourgeois. Le système semblait stable, mais il était bancal. Quand Louis XV prit le pouvoir effectif, la France était encore une grande puissance, des armées fortes, une influence culturelle, une présence mondiale. Le problème est que la grandeur ne se soutient pas seule. En 1740 commença la guerre de Succession d'Autriche. La France y participa en cherchant une influence en Europe centrale. La guerre ne fut pas un désastre total, mais elle ne changea pas non plus l'équilibre continental. Elle fut coûteuse. Et à peine terminée, une autre commença. En 1756, éclata la guerre de 7 ans. Ce conflit fut mondial. La France et la Grande-Bretagne s'affrontèrent en Europe, en Amérique et en Asie. Ce qui était en jeu n'était pas seulement le territoire européen, c'était la domination coloniale. En Amérique du Nord, la France possédait la Nouvelle-France. Elle comprenait de vastes régions qui sont aujourd'hui le Canada. En Inde, elle avait des comptoirs commerciaux importants. Mais la puissance navale britannique était supérieure. Les défaites commencèrent à s'accumuler. En 1759, les troupes britanniques prirent Québec. Ce fut un coup dévastateur. Le Canada tomba. En Inde, l'influence française fut drastiquement réduite après des défaites comme celle de Placé. Quand la guerre se termina en 1763 avec le traité de Paris, la France perdit une grande partie de son empire colonial. Le Canada passa aux mains des Britanniques. La présence en Inde fut limitée. La rivalité avec la Grande-Bretagne n'était plus équilibrée. Le conflit externe laissa des cicatrices, mais le conflit interne croissait en silence. Pendant ce temps, la cour à Versailles continuait de fonctionner avec ses rituels, ses fêtes et son luxe. Louis XV n'avait pas l'énergie symbolique de son arrière-grand-père. Il n'était pas un bâtisseur d'images. Il n'était pas un stratège brillant. Il était plus réservé, plus indécis. Et il commença à dépendre de plus en plus de personnes proches. Parmi elles se distingua Madame de Pompadour. Elle ne fut pas seulement une maîtresse. Elle fut une conseillère politique. Elle intervint dans les nominations. Elle influença les décisions diplomatiques. Pour beaucoup de Français, l'image était inquiétante. Un roi entouré de favorites. Un État en crise financière. Des défaites coloniales. La perception de la décadence commença à s'installer. Mais le problème le plus profond n'était pas militaire. Il était intellectuel. Durant le XVIIIe siècle, la France devint le centre des Lumières. Des penseurs comme Voltaire, Montesquieu et Jean-Jacques Rousseau commencèrent à remettre en question les fondements du pouvoir absolu. Dans les salons parisiens, aristocrates et bourgeois débattaient d'idées nouvelles. Séparation des pouvoirs, souveraineté populaire, contrat social, des concepts qui heurtaient frontalement l'idée que le roi gouvernait par droit divin. La critique n'était plus une conspiration armée, c'était un argument. C'était un livre imprimé. C'était une conversation élégante qui semait le doute. L'absolutisme avait survécu aux guerres. Mais il affrontait maintenant quelque chose de différent. Une érosion lente. Louis XV tenta des réformes fiscales à plusieurs reprises. Mais chaque tentative se heurta à la résistance des parlements régionaux, des tribunaux dominés par la noblesse. Il voulait des privilèges sans en payer le prix. Le roi avait besoin de revenus. L'aristocratie protégeait ses exemptions. La dette croissait.
En 1774, à la mort de Louis XV, le déficit était structurel. Le système fiscal était inefficace. Les dépenses dépassaient chroniquement les revenus. Le prestige militaire était affaibli. La confiance publique érodée. La monarchie ne s'effondra pas sous son règne. Mais quelque chose changea. Sous Louis XIV, l'absolutisme était admiré et craint. Sous Louis XV, il commença à être contesté. La cour continuait de fonctionner. Les cérémonies se poursuivaient. Mais le respect automatique n'était plus le même. Le peuple murmurait. La bourgeoisie lisait. La noblesse défendait ses privilèges tout en critiquant le roi. La décadence ne fut pas explosive. Elle fut lente, silencieuse, cumulative. Un royaume qui avait dominé l'Europe commença à perdre du terrain. Un État qui imposait sa culture commença à être critiqué de l'intérieur. Et une dynastie qui avait atteint le maximum du pouvoir absolu commença à paraître déconnectée de sa réalité économique. Le conflit cessa d'être seulement militaire. Il devint idéologique. Il ne s'agissait plus seulement de vaincre des ennemis extérieurs. Il s'agissait de justifier son propre système. Et quand un régime a besoin de se justifier constamment, cela signifie que quelque chose change. Louis XV laissa un trône intact, mais il laissa un héritage pesant, une dette énorme, des territoires perdus, des idées nouvelles en circulation. Le roi suivant n'hériterait pas seulement d'une couronne, il hériterait d'une tempête intellectuelle et financière, et cette fois, cela ne se résoudrait pas par un traité. Si le système était déjà affaibli, que se passe-t-il quand le roi suivant est indécis, que la dette est insupportable, et que le peuple commence à avoir faim? Et que se passe-t-il quand la reine devient le symbole parfait de la haine populaire? Quand Louis XVI monta sur le trône en 1774, la France ne célébra pas une nouvelle ère. Elle reçut un jeune homme inquiet avec un héritage explosif. Il avait 19 ans et une dette gigantesque sur la table. L'État devait des sommes qui dépassaient tout revenu stable. Une grande partie du budget servait uniquement à payer les intérêts. Le système fiscal était brisé. La noblesse ne payait presque pas d'impôts. Le clergé était protégé. Le tiers-État soutenait tout. Louis XVI savait que quelque chose devait changer. Le problème était qu'il ne savait pas comment l'imposer. Il n'était pas cruel. Il n'était pas sanguinaire. Il était indécis. Il nomma des ministres réformateurs comme Turgot. Ils tentèrent de réduire les dépenses. Ils tentèrent d'éliminer les privilèges fiscaux. L'aristocratie réagit immédiatement. Blocage, pression politique, résistance ouverte. Le roi recula. Il renvoya Turgot. Puis il appela Necker. Il tenta la transparence dans les comptes publics. Il montra pour la première fois les chiffres réels du déficit. La réaction fut la panique. Les chiffres confirmaient ce que beaucoup soupçonnaient. La France était au bord de la banqueroute. Mais au lieu d'unifier le royaume, l'information augmenta la tension. La noblesse ne voulait pas payer plus. Le clergé défendait ses exemptions. Le peuple était fatigué. Et vint alors une décision qui changea tout. Soutenir la Révolution américaine. Quand les colonies britanniques se soulevèrent contre George III, la France y vit une opportunité. C'était une vengeance stratégique. La Grande-Bretagne avait arraché le Canada. Elle avait humilié la France dans la guerre de 7 ans. C'était maintenant le moment de rendre les coups. La France envoya des armes, de l'argent, des soldats, des flottes. La guerre se termina en 1783 avec l'indépendance des États-Unis. Victoire diplomatique, humiliation britannique. Mais financièrement, ce fut un désastre. Le coût fut brutal. Plus d'emprunts, plus d'intérêts, plus de pression. La France avait aidé à créer une nation basée sur la liberté et la représentation. Et ces idées commencèrent à circuler à l'intérieur du royaume lui-même. Pendant ce temps, la crise agricole empirait. Mauvaise récolte, hiver rude, pénurie de grains. Le prix du pain monta. Dans un pays où le pain était la base du régime alimentaire, c'était une bombe sociale. Quand le pain devient inaccessible, la patience disparaît. Et au milieu de cette tension se trouvait la reine. Marie-Antoinette était étrangère, autrichienne, fille de Marie-Thérèse. Dès le début, elle fut vue avec suspicion. À Versailles, elle tenta d'échapper au protocole rigide. Elle organisait des fêtes privées,
Elle se réfugiait au Petit Trianon. Elle dépensait dans la mode. Dans le contexte de la cour, ce n'était pas exceptionnel. Mais hors du palais, la perception était différente. Des pamphlets la décrivaient comme frivole, comme manipulatrice, comme le symbole du gaspillage. On l'appela Madame Déficit. Beaucoup de rumeurs étaient exagérées. Certaines étaient directement fausses. Mais l'opinion publique n'avait plus besoin de preuves. Elle avait besoin de coupables. Et la reine cadrait parfaitement. Pendant ce temps, le déficit croissait. En 1786, le ministre Calonne avertit que l'État était techniquement en faillite. Sans réforme profonde, l'effondrement était une question de temps. Il proposa que tous paient des impôts, y compris les nobles et le clergé. La réaction fut furieuse. L'élite refusa. Ils exigèrent que seule une Assemblée nationale puisse approuver des changements fiscaux. Et ainsi, en 1789, Louis XVI convoqua les États généraux. C'était une mesure désespérée. Ils ne s'étaient pas réunis depuis 1614. Le roi cherchait à résoudre la crise financière, mais il ouvrit une porte qu'il ne pourrait pas fermer. Les représentants du tiers-État arrivèrent avec des cahiers de doléances. Ils demandaient la justice fiscale. Ils demandaient une représentation réelle. Ils demandaient une voie politique. Quand on refusa le vote par tête et qu'on maintint le vote par ordre, le conflit éclata. Le tiers-État se proclama Assemblée nationale. Ils affirmèrent qu'ils représentaient la nation. Pas le roi, pas la noblesse, la nation. L'absolutisme reçut un coup direct. Louis hésita. Il tenta de faire pression. Il tenta de négocier, mais chaque mouvement semblait insuffisant. Paris se remplit de rumeurs. On parlait de troupes entourant la ville. On parlait de conspiration. Le 14 juillet 1789, la Bastille fut prise d'assaut. Ce n'était pas une forteresse clé militairement. C'était un symbole. Le symbole du pouvoir arbitraire. L'image fut dévastatrice. Le roi ne semblait plus invincible. Les protestations s'étendirent. En octobre, des milliers de femmes marchèrent sur Versailles en exigeant du pain. Elles entrèrent dans le palais. Elles obligèrent la famille royale à s'installer à Paris. Le roi resta sous surveillance populaire. L'autorité divine s'effondrait. La monarchie continuait d'exister formellement, mais le respect automatique avait disparu. La dette était toujours là. La faim était toujours là. Les idées des Lumières continuaient de circuler. Et maintenant, le peuple avait quelque chose de nouveau. La confiance. La confiance qu'il pouvait faire pression. La confiance qu'il pouvait changer les choses. La confiance que le roi n'était pas intouchable. Louis XVI tenta d'accepter une monarchie constitutionnelle. Il signa les réformes. Il jura fidélité à la nouvelle structure. Mais la méfiance était profonde. En 1791, il tenta de fuir. Il fut arrêté à Varennes. Ce moment changea tout. Le roi cessa d'être vu comme réformable. Il devint un suspect. La tension se radicalisa. La Révolution n'était plus une réforme fiscale. C'était une transformation totale. La maison de Bourbon avait construit un système pendant 2 siècles. Centralisation, contrôle, absolutisme. Maintenant, ce système était démonté pièce par pièce. Et cette fois, ce n'était pas par une guerre étrangère. C'était par son propre peuple. Si un roi ne peut plus fuir, si le peuple n'a plus peur, que se passe-t-il quand des millions décident que la couronne n'est plus sacrée? Et que se passe-t-il quand la foule cesse de demander du pain et commence à demander du sang? 1789 ne commença pas par des guillotines. Cela commença par de la paperasse. Louis XVI convoqua les États généraux parce qu'il avait besoin d'argent. Le royaume était brisé. Les intérêts de la dette dévoraient le budget. Il ne pouvait plus soutenir le système. Mais en réunissant les 3 ordres, clergé, noblesse et tiers-État, il ouvrit quelque chose qu'il ne pouvait pas refermer. Le problème fut le vote. Chaque ordre avait un vote collectif. Cela garantissait que le clergé et la noblesse dominent toute décision. Le tiers-État, qui représentait plus de 95% de la population, exigea de voter par personne, un vote par tête. C'était une exigence simple, et c'était une bombe. Quand l'élite refusa,
Le tiers-État fit l'impensable. Il se déclara d'intervenir pour restaurer la monarchie. En 1792, la France déclara la guerre. Le conflit externe nourrit la peur interne. Si les puissances étrangères envahissaient qui les aidait de l'intérieur?
Le soupçon retomba sur le roi. En août 1792, une foule armée attaqua le palais des Tuileries. La garde suisse fut massacrée. La monarchie fut officiellement suspendue. Louis XVI cessa d'être roi. Il devint un citoyen. L'Assemblée convoqua une convention nationale pour décider de l'avenir du pays. Et pour la première fois dans l'histoire moderne de l'Europe, un roi serait jugé par son propre peuple. Le procès fut public. On l'accusa de conspirer contre la liberté, de collaborer avec les ennemis étrangers, de trahir la nation. Louis défendit son innocence. Il argumenta qu'il avait agi dans le cadre de ses droits constitutionnels. Mais la décision n'était plus juridique. Elle était politique. En janvier 1793, la Convention vota. La majorité décida que l'ex-roi était coupable. Et la sentence fut claire. La mort. En l'espace de 4 ans, la monarchie la plus puissante d'Europe passa de l'absolutisme à l'exécution. Le 21 janvier 1793, Louis XVI fut emmené sur la place publique. Il monta sur l'échafaud. Il tenta de parler. Les tambours couvrirent de sa voix. Le couperet tomba. Avec ce coup, ce n'est pas seulement un homme qui mourut. Une idée mourut. L'idée que le roi gouvernait par droit divin. L'idée que la couronne était sacrée. L'idée que le peuple devait obéir sans questionner. L'Europe resta sous le choc. Si la France pouvait exécuter son roi, qu'est-ce qui empêchait les autres nations de faire de même? La Révolution se radicalisa encore davantage. La période connue sous le nom de la Terreur commença peu après. Des milliers de personnes furent exécutées sous le soupçon de trahison. La violence devint un outil politique. Mais le point de non-retour avait déjà été franchi. L'absolutisme bourbonien, construit pendant 2 siècles, avait été démoli en moins d'une décennie, non par une invasion étrangère, non par un effondrement militaire, mais par la pression interne, la faim, les idées nouvelles et les erreurs stratégiques. La maison de Bourbon, qui avait centralisé le pouvoir comme aucune autre dynastie, finit par affronter le pouvoir de la foule. Et la foule gagna. Si exécuter un roi était déjà impensable, que signifiait réellement voir tomber sa tête devant des milliers de personnes? Était-ce justice ou le début de quelque chose d'encore plus sombre? Après l'assaut des Tuileries en août 1792, Louis XVI cessa d'être roi. Il fut arrêté avec sa famille. Il ne vivait plus dans des palais. Il vivait sous surveillance. La Convention nationale prit le pouvoir. Et elle prit une décision historique. L'ancien monarque serait jugé. Pas exilé, pas confiné à vie. Jugé. L'accusation était claire. Trahison contre la nation. On l'accusait de conspirer avec les puissances étrangères, de saboter la Révolution, d'essayer de restaurer l'absolutisme. Des documents trouvés dans l'armoire de fer aux Tuileries compliquèrent sa situation. Lettres secrètes, contacts avec l'ennemi, négociations occultes. La défense argumenta que le roi agissait dans son rôle constitutionnel, qu'il essayait de protéger la stabilité. Mais la question centrale n'était pas juridique, elle était symbolique. Un roi peut-il être jugé par ses propres sujets? Si la réponse était oui, l'ancien monde mourait à cet instant même. Le procès commença en décembre 1792. Louis n'était plus traité comme majesté. On l'appelait citoyen Capet. Ce détail disait tout. La couronne n'était plus sacrée. Elle était remplaçable. Durant le processus, Louis se montra serein. Il répondit aux questions. Il nia les conspirations directes. Il tenta de se présenter comme un homme pris par les circonstances. Mais le climat politique était implacable. La France était en guerre contre l'Autriche et la Prusse. Il y avait la peur de l'invasion. Il y avait la paranoïa de la trahison interne. Dans ce contexte, l'indulgence semblait être de la faiblesse. La Convention vota. D'abord sur la culpabilité. La majorité déclara Louis coupable. Puis vint le vote le plus brutal. La mort ou la clémence. La différence fut minime, mais suffisante. La sentence fut la mort par guillotine, sans exil, sans prison perpétuelle. Une mort publique. Le 21 janvier 1793 se leva froid sur Paris. Des milliers de soldats formèrent un cordon de sécurité. La place était pleine. Ce n'était pas une exécution clandestine, c'était un message. Louis fut emmené en carrosse jusqu'à la place de la Révolution. Il était vêtu simplement, sans symboles royaux, sans couronne.
Il monta sur l'échafaud avec fermeté. Il tenta de parler. Il dit qu'il mourait innocent, qu'il pardonnait à ses ennemis, qu'il souhaitait que son sang ne retombe pas sur la France. Les tambours redoublèrent. Sa voix fut silenciée. Le couperet tomba. En quelques secondes, 2 siècles d'absolutisme se condensèrent dans un geste mécanique. La foule réagit. Certains crièrent, certains célébrèrent, certains restèrent silencieux. Mais l'acte était irréversible. Avec ce coup, ce n'est pas seulement un homme qui mourut. La notion que le roi gouvernait par mandat divin mourut aussi. Pendant des siècles, la monarchie française avait construit un récit clair. Le pouvoir vient de Dieu. Le roi est son représentant sur terre. Le remettre en question est un péché. Ce principe avait soutenu les guerres, les impôts, l'obéissance. Maintenant, un tribunal civil avait décidé que ce représentant pouvait être exécuté. Le message traversa l'Europe comme un éclair. Si la France pouvait tuer son roi, aucun trône n'était complètement en sécurité. Les monarchies voisines réagirent avec horreur. L'exécution ne fut pas vue comme une justice, elle fut vue comme une menace. La Révolution franchit une ligne qui ne permettait plus de retour. La maison de Bourbon, qui avait dominé l'Europe pendant 2 siècles, resta suspendue dans le vide, sans trône, sans pouvoir effectif, sans légitimité incontestable. Le changement n'était pas politique, il était structurel. L'absolutisme n'était pas réformé, il était éliminé. La guillotine ne fut pas seulement un outil d'exécution, elle fut le symbole d'une nouvelle ère. Une ère où le pouvoir pouvait être contesté publiquement, où l'autorité devait se justifier, où la souveraineté pouvait résider dans la nation. Mais la mort de Louis XVI ne ferma pas l'histoire. Elle l'ouvrit, car quand une révolution exécute son roi, la question n'est plus de savoir si le monde changera. La question est de savoir combien de plus elle est prête à détruire pour se consolider. L'exécution de Louis XVI ne calma pas la France. Elle l'embrasa. L'Europe réagit immédiatement. La Grande-Bretagne rompit ses relations. L'Espagne déclara la guerre. L'Autriche intensifia le conflit. L'exécution ne fut pas vue comme une affaire interne. Ce fut une menace directe contre l'ordre monarchique européen. Si un peuple pouvait juger et tuer son roi, la légitimité de toutes les couronnes était remise en cause. La France se retrouva entourée d'ennemis, externes et internes. La Révolution entra dans sa phase la plus radicale. La Convention créa le Comité de salut public, et à sa tête émergea Maximilien Robespierre. L'argument était clair. Si la Révolution était menacée, elle devait se défendre sans pitié. La terreur commença. La guillotine, qui avait symbolisé la justice contre l'absolutisme, devint un instrument quotidien. Nobles, prêtres, anciens alliés, révolutionnaires modérés, des milliers furent exécutés sous le soupçon de trahison. La logique était implacable. Si tu doutes, tu es un ennemi. Si tu questionnes, tu es un suspect. Si tu as peur, tu es coupable. La mort du roi ne ferma pas le cycle de la violence. Elle l'accéléra. Pendant ce temps, la maison de Bourbon semblait effacée de la carte. Marie-Antoinette fut exécutée quelques mois plus tard. L'héritier, le petit Louis XVII, mourut en prison. La dynastie qui avait construit Versailles, dominé l'Europe et défendu le droit divin, semblait finie. 2 siècles réduits en décombres politiques. Mais quelque chose de plus profond s'était produit. Le pouvoir n'était plus incontestable. La souveraineté n'était plus héréditaire par définition. La Révolution avait démontré qu'un système entier pouvait être renversé par la base. Cependant, l'instabilité ne disparut pas. Après la terreur vint le Directoire. Après le Directoire, le chaos politique. Après le chaos, un général ambitieux. Napoléon Bonaparte prit le pouvoir en 1799. Ironiquement, la France concentra de nouveau l'autorité dans une seule figure. Ce n'était pas un roi, mais c'était un empereur. Le cycle du pouvoir semblait se répéter sous une autre forme. La Révolution détruisit l'absolutisme bourbonien, mais elle n'élimina pas la tentation du pouvoir fort. Tandis que Napoléon conquérait l'Europe, la maison de Bourbon survivait en exil. Sans trône, sans armée, sans influence réelle, mais vivante, car les dynasties ne meurent pas facilement. Elles peuvent tomber, elles peuvent fuir, elles peuvent attendre. Et en politique, attendre était parfois suffisant.
L'exécution de Louis XVI fut un point de non-retour. Elle changea le langage du pouvoir. Elle changea la relation entre gouvernants et gouvernés. Elle changea l'idée même de la légitimité. Le droit divin mourut sur cette place. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car bien que la guillotine ait tranché une tête, elle ne coupa pas le nom de famille. Et ce qui semblait la fin absolue des Bourbons pourrait ne pas avoir été la fin du tout. Si une dynastie fut expulsée, humiliée et exécutée publiquement, comment est-il possible qu'elle se soit de nouveau assise sur le trône? La guillotine a-t-elle vraiment mis fin aux Bourbons? Ou a-t-elle seulement marqué le début de leur transformation? En 1793, cela semblait être la fin définitive. Louis XVI avait été exécuté. Marie-Antoinette aussi. L'héritier mourut en prison. La maison de Bourbon semblait effacée de l'histoire. Mais les dynasties ne fonctionnent pas comme les gouvernements. Elles fonctionnent comme des réseaux de sang, et le sang ne disparaît pas si facilement. Tandis que la France traversait la terreur, puis le Directoire et enfin l'Empire, les Bourbons survivaient en exil. Ils attendaient. Quand Napoléon Bonaparte tomba en 1814, l'Europe respira. Les puissances victorieuses, l'Autriche, la Russie, la Prusse et la Grande-Bretagne, avaient un objectif clair: restaurer l'équilibre. Et pour elles, l'équilibre signifiait restaurer les monarchies. La France avait besoin de stabilité. Elle avait besoin d'une légitimité traditionnelle. Elle avait besoin de clore le cycle révolutionnaire. Et alors l'impensable arriva. Un Bourbon remonta sur le trône. Louis XVIII, frère de Louis XVI, revint comme roi. Il ne revint pas comme monarque absolu. C'était déjà impossible. Il revint sous une charte constitutionnelle. Il accepta des limites. Il accepta un parlement. Il accepta des droits civils hérités de la Révolution. La dynastie avait appris quelque chose. Si elle voulait survivre, elle devait s'adapter. Louis XVIII n'essaya pas d'effacer tout ce qui s'était passé depuis 1789. Il conserva le Code Napoléon. Il maintint une partie de la nouvelle structure administrative. Il comprit que l'horloge ne pouvait pas revenir en arrière. Mais la tension était toujours là. Il y avait des royalistes qui voulaient restaurer l'absolutisme complet. Il y avait des libéraux qui se méfiaient du retour des Bourbons. La France marchait sur une ligne fragile. En 1824, Louis XVIII mourut et son frère, Charles X, lui succéda. Charles X n'avait pas la prudence de son prédécesseur. Il tenta de renforcer le pouvoir royal. Il favorisa ouvertement l'aristocratie. Il indemnisa les nobles qui avaient perdu des biens durant la Révolution. Le geste fut interprété comme une provocation. En 1830, quand il émit des ordonnances limitant la liberté de la presse et dissolvant la Chambre, une nouvelle révolution éclata. Les prétendues Trois Glorieuses de juillet obligèrent Charles X à abdiquer. La restauration bourbonienne en France avait duré à peine 16 ans. Le trône passa à une autre branche. Les Orléans. Les Bourbons de la branche aînée repartirent en exil. En France, ils ne récupéreraient jamais le pouvoir absolu. Mais en Espagne, l'histoire prit un autre chemin. La branche espagnole avait commencé quand Philippe V, petit-fils de Louis XIV, monta sur le trône en 1700. Depuis lors, la maison de Bourbon gouvernait à Madrid. Le XIXe siècle espagnol fut instable. Guerre napoléonienne, constitutions intermittentes, coup d'État militaire. Après la mort de Ferdinand VII en 1833, les guerres carlistes éclatèrent. Le conflit n'était pas seulement successoral, il était idéologique. Absolutisme traditionnel contre libéralisme constitutionnel. Les Bourbons espagnols survécurent mais durent accepter des changements. Il y eut des périodes de monarchie constitutionnelle. Il y eut une première république en 1873. Il y eut une restauration en 1874 avec Alphonse XII. Le schéma se répétait. Chute, retour, adaptation. Au XXe siècle, la pression augmenta. En 1931, la Deuxième République obligea Alphonse XIII à quitter le pays. De nouveau l'exil. De nouveau l'apparente disparition. Puis vint la guerre civile. Puis la dictature de Francisco Franco. Pendant des décennies, il n'y eut pas de roi effectif. Mais Franco prépara une restauration contrôlée. En 1975, après la mort du dictateur,
Juan Carlos Ier assuma le rôle de chef de l'État. Beaucoup pensèrent qu'il serait une figure décorative du franquisme. Le contraire se produisit. Il encouragea la transition vers la démocratie parlementaire. La monarchie espagnole survécut, mais transformée. Elle ne gouvernait plus. Elle représentait. Elle n'imposait plus de loi. Elle arbitrait institutionnellement. Ce fut le secret de la survie bourbonienne. Mutuer, accepter les limites, changer de rôle sans disparaître. En France, les Bourbons ne récupérèrent pas le trône après 1830. Mais la branche espagnole consolida sa position constitutionnelle. Aujourd'hui, la figure du roi n'incarne plus le droit divin. Elle incarne la continuité symbolique. La dynastie qui défendit l'absolutisme finit par survivre grâce au constitutionnalisme. Ils ne sont plus le soleil qui illumine tout. Ils ne concentrent plus le pouvoir total. Ils ne décident plus des guerres par volonté personnelle. Mais ils existent toujours. Et cela, après les révolutions, les exécutions, les exils et les républiques, est en soi un exploit politique. La maison de Bourbon est passée de la domination de l'Europe à la négociation de sa place dans des systèmes parlementaires. Elle a perdu le pouvoir absolu. Elle a gagné en résilience. Car dans l'histoire, ce n'est pas parfois le plus fort qui survit. C'est celui qui sait se transformer qui survit. Après les révolutions, les exécutions et les exils, la maison de Bourbon n'a pas disparu. Elle s'est transformée. Aujourd'hui, elle ne gouverne pas d'empire. Elle ne concentre pas de pouvoir absolu. Elle ne construit pas de palais pour y enfermer des nobles. Mais elle existe toujours. En Espagne, Philippe VI occupe le trône depuis 2014. Il ne gouverne pas comme le faisait Louis XIV. Il ne dicte pas de loi. Il ne dirige pas d'armée par caprice. Il est chef d'État au sein d'une monarchie parlementaire. Son pouvoir est constitutionnel, limité, régulé par les lois et par le Parlement. La même dynastie qui défendait le droit divin dépend aujourd'hui de la Constitution. Ce n'est pas un détail mineur. C'est un tournant historique brutal. Au XVIIe siècle, le roi était l'État. Aujourd'hui, le roi est le symbole de l'État. La différence est énorme. Philippe VI n'impose pas. Il représente. Il sanctionne les lois approuvées par le Congrès. Il agit comme arbitre institutionnel. Il préside les actes officiels. Sa légitimité ne vient pas de Dieu. Elle vient d'une Magna Carta votée. Et cette transformation était la clé de la survie. Car la maison de Bourbon a compris quelque chose que d'autres dynasties n'ont pas réussi à accepter à temps. Soit tu changes, soit tu disparais. Au Luxembourg, la branche bourbonienne persiste également à travers la maison de Nassau-Weilbourg, liée historiquement aux Bourbons par des liens dynastiques européens. Ce ne sont pas des empires, ce sont de petites monarchies constitutionnelles. En France, les Bourbons ne règnent plus, mais ils n'ont pas été oubliés. Les prétendus légitimistes continuent de défendre le droit historique de la branche aînée. Les orléanistes soutiennent la branche Orléans, descendante de Louis-Philippe Ier. Ce sont des mouvements symboliques, sans pouvoir réel, mais ils existent. Cela signifie quelque chose. Le nom de famille pèse encore. L'héritage ne s'est pas effacé avec la guillotine. Et cet héritage n'est pas seulement politique. Il est dans l'art. Versailles est toujours debout. La galerie des glaces reflète encore des touristes, pas des courtisans. Le château de Versailles n'est pas le siège du gouvernement. C'est un monument historique. Mais chaque visiteur qui parcourt ces salons comprend une chose. Là s'est construite une idée du pouvoir. La culture française des XVIIe et XVIIIe siècles, impulsée par les Bourbons, a défini les standards européens. Mode, étiquette, langue diplomatique. Le français est devenu pendant des siècles la langue de la diplomatie internationale. Ce ne fut pas un hasard. Ce fut une politique culturelle. Même le concept moderne d'État centralisé a ses racines dans cette étape. Richelieu a consolidé l'administration. Louis XIV l'a perfectionné. Beaucoup d'États européens ont copié ce modèle, même leurs ennemis. Mais l'héritage le plus profond n'est pas dans les bâtiments. Il est dans l'évolution du pouvoir. La maison de Bourbon représente une transition historique complète, de l'absolutisme au constitutionnalisme, du droit divin au contrat politique, de
L'État, c'est moi. Aïe, le roi règne, mais ne gouverne pas. Cette phrase résume des siècles de choc entre l'autorité et la société. La guillotine ne fut pas seulement une exécution, ce fut le point où le pouvoir cessa d'être sacré. Et les Bourbons ont survécu parce qu'ils ont appris à coexister avec cette réalité. Ils n'essaient plus de briller comme le soleil. Ils essaient de ne pas s'éclipser. Au XXIe siècle, les monarchies qui survivent le font parce qu'elles acceptent des limites. Elles acceptent une presse libre. Elles acceptent des parlements. Elles acceptent l'opinion publique. Le pouvoir n'est plus vertical absolu. Il est institutionnel. Et pourtant, le nom de Bourbon est toujours présent dans les débats politiques, les scandales médiatiques et les discussions historiques. Parce qu'il représente quelque chose de plus grand qu'une famille. Il représente l'évolution du pouvoir en Europe, des châteaux féodaux aux chambres parlementaires, des guerres dynastiques aux démocraties constitutionnelles. Si vous regardez la ligne complète, l'histoire est brutale. Un lignage qui commença comme une branche cadette des Capétiens, qui conquit la France, qui domina l'Espagne, qui imposa un modèle politique en Europe, qui construisit l'absolutisme le plus brillant du continent, qui finit sur une place publique sous un couperet, et qui, malgré tout, revint, pas comme avant, pas avec le même pouvoir, mais revint. Aujourd'hui, quand nous voyons un roi signer des lois approuvées par un parlement élu, nous voyons le résultat de siècles de conflits. Nous voyons la distance entre Louis XIX et Philippe VI, entre Versailles et la Constitution, entre le droit divin et la souveraineté populaire. La maison de Bourbon n'est plus le centre du monde, mais elle est un miroir de la façon dont le monde a changé, de la guillotine au Parlement, de la couronne absolue à la limite institutionnelle. Et c'est peut-être là la plus grande ironie de toutes. La dynastie qui défendit le pouvoir sans restriction finit par survivre grâce à l'acceptation des restrictions. Ils n'ont pas disparu. Ils ont muté. Et dans l'histoire, c'est souvent plus difficile que de régner. Et avant de partir, à tiempo sagrados, nous adorons quelque chose. Nous adorons voir jusqu'où voyagent ces histoires. Je veux donc que vous me laissiez deux choses dans les commentaires. D'abord, de quel pays regardez-vous cette vidéo? Car pensez que cette histoire qui a commencé en France est passée par l'Espagne et a secoué l'Europe, est maintenant écoutée en Amérique latine, aux États-Unis, en Europe. C'est génial. Et deuxièmement, dites-moi quelque chose de plus personnel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, à quelle heure avez-vous terminé la vidéo? Je veux savoir qui sont ceux qui restent jusqu'à la fin, ceux qui ne partent pas quand l'histoire devient dense, ceux qui tiennent jusqu'à ce que la guillotine tombe. Et au-delà, car vous faites partie de cette communauté. Si vous avez aimé ce voyage du roi soleil à la monarchie moderne, abonnez-vous, activez la cloche et laissez votre like. Cela dit à YouTube que ce type de contenu en vaut la peine. Et cela nous permet de continuer à raconter des histoires qui ne s'expliquent pas en 30 secondes. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Rendez-vous au prochain épisode de Tiempos Sagrados.